Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue. Le thème retenu pour cette émission, comment sortir de la crise sociopolitique au Mali. Et pour en débattre, nous avons trois invités. Boubacar Bokoum, politologue, Modibo Maou Makalou, économiste et Maître Agibou Bouaré de la Commission nationale de défense des droits de l'homme. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à tous. Le grand dialogue. Crise sociopolitique, la désobéissance civile a recommencé ce lundi 3 août à travers le pays et également on parle du remembrement de la Cour constitutionnelle. Selon Kassoum Tapo, 6 membres ont été choisis pour le remembrement. Cela devrait permettre selon lui de régler le contentieux électoral. Ensuite, les 3 autres seront choisis selon les conclusions de la CEDEAO. Boubacar Bokoum, à ce stade, quelle analyse faites-vous de l'évolution de cette crise sociopolitique au Mali ? J'avoue que je pense que nous ne sommes pas encore au début de la solution de cette crise, dès lors que nous n'avons pas acté réellement les causes profondes de cette crise. Aujourd'hui, il est important de comprendre que cette crise, en réalité, quand on pense qu'elle est juste malienne et qu'on s'enferme dans une bulle, on se trompe. Parce qu'en fait, c'est le printemps arabe qui, dans sa progression, a été freiné à un moment donné. Et aujourd'hui, nous nous trouvons face à un printemps africain qui est en train de prendre le pas et que nous n'avons pas compris que cette transformation d'une nouvelle génération, parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la transition, les gens ont l'impression que nous parlons d'un gouvernement. C'est pourquoi aujourd'hui, la CEDEAO se précipite pour aller à un gouvernement d'union nationale. Il s'agit d'une transition d'une ère ancienne qui est dévolue. Ce cycle, il est terminé. La génération de 90 aujourd'hui est arrivée à terme. C'est une nouvelle génération aujourd'hui qui est en train de naître. Et la transition entre ces deux générations nécessite un travail technique, un travail d'économiste, je dirais, parce que en réalité, cette crise a pour fond une crise économique mondiale. Et ce qui se passe sur notre espace aujourd'hui, c'est une guerre économique mondiale qui nous atteint. Donc la guerre économique mondiale, elle est déplacée, elle est sur notre espace. Donc si nos dirigeants ne prennent pas la mesure effectivement des causes profondes de cette crise, on a l'impression que c'est quelques individus qui manifestent, alors qu'aujourd'hui le M5 se trouve être très représentatif en termes d'échantillonnage. Vous prenez le M5 aujourd'hui, vous trouverez toutes les couches à l'intérieur de ce maillon. Donc c'est très pernicieux et très dangereux aujourd'hui de penser que le M5 n'est pas représentatif. Donc cette arrogance de la part de notre État aujourd'hui nous amène à croire que nous ne sommes pas encore à la fin de cette crise. Parce que si on ne se parle pas sérieusement et comprendre que les causes profondes, elles sont d'abord, comme je l'ai dit, l'environnement économique mondial qui pose problème. Donc, toutes les revendications qui sous-tendent d'abord en premier lieu les revendications du M5 RFP, à cela qui vient s'ajouter la démission demandée du président de la République. Parce que quand vous faites le bilan du président de la République, vous vous rendez compte que les axes essentiels de la gouvernance, l'économie, il n'y a pas de progrès. Le problème sécuritaire sur lequel nous attendons que Ibrahim Boubacar Keïta apporte des solutions, on n'a pas vu de solution. Le côté de la gouvernance administrative, il n'y a pas d'avancée. Le côté législatif, les réformes, il n'y a pas d'avancée. À vous entendre, il semble qu'il n'y a aucune avancée dans les différents secteurs. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Touré, qu'il n'y a aucune avancée. Je ne l'affirme pas, je pose une question. Moi, je vous l'affirme. Je vous dis qu'aujourd'hui, vous faites le bilan de la gouvernance d'Ibrahim Boubacar Keïta. Pendant ce temps, vous n'avez rien de positif, vous n'avez aucune avancée. Oui, en termes de communication, on pose des actes, mais parce qu'en fait, on a un problème qui est un système. Et quand vous... un système d'équation, excusez-moi, mais quand vous voulez gérer une équation en laissant tomber le système, vous passez à côté. Chaque fois qu'on fait de la communication pour dire qu'on gère le problème de la sécurité, en pensant qu'en recrutant des militaires, on a la solution. En pensant, par exemple, qu'en payant des armes, on a la solution. Alors que le vrai problème, il est à un autre niveau. Donc si l'analyse, elle n'est pas globale, elle n'est pas bien synthétisée, bon, vous faites toujours des approches pour lesquelles vous n'avez pas de solution définitive. Modibo Maou Makalou, êtes-vous d'accord avec Boubacar Bokoum sur son analyse? Oui, en partie, il a une lecture très politique de la chose, mais moi, je suis un peu plus nuancé. Parce qu'en fait, vous savez, nous vivons une crise multiforme, complexe.
une crise politique, crise sécuritaire, une crise économique, une crise sociale, une crise alimentaire, une crise nutritionnelle. Où est-ce que ça va alors dans ce cas? Ça veut dire que déjà, vous savez, depuis 2012, nous sommes rentrés dans une zone de turbulence. Si vous prenez par exemple, pour nous les économistes, nous avons un baromètre, c'est que le Mali n'a pas eu de plan de développement depuis 2012. Le dernier plan de développement qui est sorti des fonds qui ont été mis sur les fonds baptismaux, c'est le CRED, cadre stratégique de croissance et de développement durable, 2019-2023. Entre-temps, qu'est-ce qu'il y a eu? Nous avons eu des programmes intérimaires. Monsieur Bokoum a parlé de gouvernance. La gouvernance, à mon avis, est un aspect très important parce que nous sommes dans un processus démocratique, puisque nous avons entamé cette démocratie avec les premières élections pluralistes en 1992, avec la nouvelle constitution qui avait été élaborée en février 92. Mais le problème qui se pose, c'est comment résoudre tous ces problèmes de gouvernance. Gouvernance, donc je m'explique, c'est comment on administre et comment on gère. Comment on gère les ressources humaines et comment on administre les processus. Et cela, c'est assez compliqué dans notre pays. Et sans compter que vous savez que depuis le début de cette année, 2020, nous sommes confrontés à une crise inédite. Ces 150 dernières années, le monde entier n'a pas connu une crise économique de cette ampleur, causée par la pandémie de la Covid-19. Et vous savez que ça a quand même mis un frein à la mondialisation et au libre-échange et au commerce mondial. Donc les chaînes d'approvisionnement sont rompues. Et si vous prenez un pays comme le nôtre, qui est quand même un peu assez dépendant du commerce extérieur, ça pose beaucoup de problèmes. Nous avons une économie, nous avons quelques problèmes structurels assez compliqués, parce qu'il y a des relations cause à effet. Et pour analyser les remèdes, il faut d'abord quand même penser aux causes, faire le diagnostic. Et déjà, nous sommes un pays enclavé. Nous sommes un pays semi-désertique. Nous sommes un pays qui est qui est très sensible aux chocs exogènes. Les chocs exogènes, ce sont ce qui se passe que vous ne pouvez pas contrôler. Donc c'est le prix du pétrole, c'est les cours mondiaux du coton par exemple. Et donc notre pays est très sensible à ces choses, mais aussi c'est que nous avons une production spécialisée au niveau de l'économie. Et nous avons 3/4 de la population qui vit en zone rurale. Donc la production spécialisée, ce sont le coton, l'or d'abord, excusez-moi, environ 80% de nos recettes d'exportation, le coton, environ 13% de nos recettes d'exportation, ensuite les animaux vivants, environ 9 à 10%. Donc ça constitue l'ossature de ce que nous produisons et que nous vendons à l'extérieur. Donc quand vous avez cette crise mondiale, vous avez des problèmes avec vos partenaires, n'achètent plus. Et vous ne pouvez pas vendre non plus. Donc cela va générer quand même une crise sans précédent parce que, vous savez, la Banque mondiale, dans son dernier magazine économique qui retrace la conjoncture économique africaine, dit que ça fait 25 ans que les pays africains n'ont pas connu de récession. Mais cette année, la récession va commencer à cause de la Covid. Donc si en plus de tout cela, ce dont M. Bokoum a parlé, c'est le phénomène urbain. L'urbanisation croissante qui, quand même, nous talonne beaucoup parce que qu'est-ce qui se passe? Nous avons un taux démographique assez important, mais ce qui se passe, c'est qu'environ, et on peut faire un parallèle un peu avec les protestations, et en tout cas ce qui se passe au niveau politique, les manifestations. Vous savez, c'est la jeunesse. Il y a 50% de la jeunesse malienne qui fait moins de 14 ans. Et 2 Maliens sur 3 ont moins de 24 ans. Cette jeunesse désœuvrée, qui n'a aucun espoir, est une bombe à retardement. S'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas d'emploi, s'il n'y a pas à manger, si on ne peut pas se vêtir, ça pose problème. Donc, dans ces villes, en plus, vous avez l'activité économique qui est concentrée dans les principales villes de notre pays, surtout à Bamako. Et en plus, vous savez que notre économie est composée à 80 à 90% du secteur informel.
Donc des gens qui vivent au jour le jour. Donc cette crise économique va avoir des répercussions sociales. Nous n'avons pas de protection sociale, très peu. Nous avons très peu de filets sociaux. Donc c'est la solidarité qui joue pour les uns et les autres. Mais quand vous avez le PIB qui va chuter, parce que ça fait 25 ans que nous avons notre produit intérieur brut, qui est notre richesse nationale, ça fait 25 ans que ça croît à 5%, taux annuel de 5% en termes réels. Mais cette année, tenez-vous bien, il y avait un taux de 4,8 qui était prévu. Nous allons presque être à 0, sinon à moins. On va aller en récession automatiquement. Et si cela se produit, ça veut dire que quand vous n'avez pas de richesse, il n'y aura pas d'emploi. Et il n'y aura pas d'amélioration des conditions de vie. Ça veut dire que ça ne va... La crise va s'empirer. Mais bien sûr, bien sûr. On va y revenir avec plus de détails. Maître Agibou Boiré, vous, quel est votre point de vue sur l'évolution de cette crise avant qu'on entame les pistes de solutions que les différents invités proposent pour résoudre cette crise? Merci beaucoup. Écoutez, sur le diagnostic, il y a la quasi-unanimité qui est faite sur l'origine, les causes de cette crise. En fait, c'est une crise multidimensionnelle. Moi, je vais l'aborder sous l'angle des droits de l'homme, naturellement. Vous savez que depuis l'avènement de la démocratie en 92, nous avons eu les premières prémices par rapport au déficit de démocratie. Parce qu'en fait, la démocratie à l'occidental, nous avons essayé de la transposer sans l'adapter à nos réalités. Et d'où les premières difficultés. Ensuite, il y a eu le phénomène de l'achat de conscience qui a complètement dénaturé le sens du choix des électeurs, des citoyens par rapport aux exigences des critères pour désigner les représentants. Ça, c'est un autre niveau de difficulté. Donc, pour revenir aux causes récentes, il faut dire qu'il y a le terrorisme quand même au nord, après, qui s'est incrusté au nord, ensuite qui a tendu vers le centre jusqu'à avoir des cas au niveau de la capitale même. Donc, cette crise sécuritaire à laquelle le Mali n'a pas eu les moyens de faire face seul, qui a entraîné l'appel à la force internationale à travers la force MINUSMA. Et donc, ça aussi, ça posait un niveau supplémentaire de difficultés. Est-ce qu'il y a également un problème de justice au Mali? Il y a naturellement un problème de justice et un problème d'impunité. Donc, tous ces facteurs ont contribué à créer un cumul de frustration et à créer un mécontentement général au niveau de la société. Nous assistons récemment à l'explosion, pour ne pas dire à l'implosion de cette crise qui a couvé pendant longtemps. Donc, naturellement, ce n'est pas de ne pas reconnaître la vérité que de dire que tout relève de ces régimes. Bien avant ces régimes, il y a eu des déficits, donc les choses se sont cumulées et les populations ont subi vraiment des frustrations. Et finalement, on est arrivé à un moment où on ne pouvait plus contenir. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase à travers les dernières élections législatives, naturellement. Et cette crise a été exacerbée ensuite par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est indéniable. C'est à partir de là que vraiment on a assisté aux premières manifestations violentes, naturellement à des cas de violation des droits de l'homme, voilà qui a donné ce à quoi nous assistons aujourd'hui, au problème, à une crise sociopolitique à laquelle nous tentons de trouver des solutions en ce moment. Justement, par rapport à cette tentative de trouver des solutions, des dialogues ont eu lieu avec des Maliens et également des partenaires du Mali. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce que certains observateurs ont appelé d'échec de ces différents dialogues? Bon, c'était prévisible. Vous savez, les Maliens ont vraiment l'orgueil à fleur de peau. Généralement, comme l'autre disait, nous ne sommes pas un peuple soumis.
C'est pourquoi, dès le début, nous avons préconisé des solutions endogènes. Nous avons dit rien n'empêche les Maliens entre eux de s'asseoir autour de la table de négociation, autour d'un cadre de dialogue permanent pour réfléchir aux solutions. Parce que les solutions exogènes ont beau être salutaires, tant qu'elles n'emportent pas l'adhésion de la population, elles sont vouées à l'échec, pour une raison ou pour une autre. Pour cette raison que nous estimons toujours qu'à l'interne, les Maliens peuvent se retrouver, peuvent se donner la main et trouver des solutions adaptées. Parce que nul mieux que les Maliens ne maîtrise, ne peut appréhender cette crise dans sa profondeur. Donc nous pensons que les solutions, elles doivent être mi-juridiques, mi-politiques. S'accrocher à la Constitution, à vouloir respecter coûte que coûte la Constitution, cela ne marchera pas, on s'en rend compte. Parce qu'on a reproché aux propositions de la CEDEAO de violer la Constitution, mais les dernières propositions non plus ne respectent pas la Constitution. Parce que lorsque le président désigne ses 3 représentants et que le Conseil supérieur de la magistrature en désigne 3, on demande maintenant à l'Assemblée, au bureau de l'Assemblée de désigner, alors que la Constitution dit expressis verbis, c'est le président de l'Assemblée qui doit désigner les 3 représentants. Donc on est hors de la Constitution à ce niveau. Donc voyez-vous, c'est pour dire qu'il faut vraiment des solutions politiques et sur la base du consensus. Comment sortir de cette crise que le Mali vit, Boubacar Bokoum? Non, avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir sur ce que M. Makalou a dit pour dire qu'effectivement, quand il voit la tendance politique que je prends, effectivement, l'expression politique, c'est l'expression économique. Parce que c'est le politique qui dit « je peux répondre aux besoins du citoyen ». Bon, si vous pouvez répondre aux besoins des citoyens et que sur ça, vous avez battu campagne, vous devez aller chercher les ressources. Vous devez avoir toute l'intelligence. Aujourd'hui, il a touché un plan qui me semble important où il dit qu'il n'y a pas de planification. Mais c'est très grave. Ça veut dire qu'en réalité, cette vision stratégique, cette planification stratégique, en réalité, c'est ce qui manque au sommet de l'État. Cette grande vision qui puisse nous permettre d'avoir les leviers pour aller chercher les ressources. Aujourd'hui, nous avons des mines d'or qui sont mal exploitées, dont aucun ministre des mines du Mali n'a jamais pu nous dire combien de quantités d'or sortent du Mali de façon réelle. Aucun ministre des mines, depuis qu'on a commencé l'exploitation des mines au Mali. Je défie tous les ministres qui sont passés par les mines, qu'ils me disent quelle est la quantité réelle qui est passée par leurs bras pour aller au niveau des multinationales. Quand vous parlez d'anticipation, est-ce que vous voulez dire que cette crise était prévisible? Elle était bien prévisible parce que nous, on a bien analysé la situation depuis 2012 et on savait que cette crise, elle était imminente. Et on a tiré sur la sonnette d'alarme. Depuis qu'il y avait la crise du Nord, on n'a pas cessé de dire aux gens, faites attention, ce n'est pas le Nord, c'est un système. C'est ce que je disais tantôt. Parce que quand vous pensez que c'est juste une portion que vous voulez résoudre, et quand nous avons même regardé dans la gestion de la crise, on a vu qu'il y a eu un cloisonnement, un morcellement pour essayer de gérer des entités, pour essayer de désamorcer la crise. Alors que c'est un système global pour lequel il faut apporter une solution globale. Justement, donc, quelle solution donc? Comment sortir de cette crise? Non, aujourd'hui, la crise, je pense qu'elle n'est même pas très compliquée. Elle n'est pas du tout compliquée. Parce qu'en réalité, tout ce que le M5 a avancé comme revendication avait déjà été acté dans le dialogue national inclusif. Donc, il n'y a rien de nouveau. Maintenant, c'est parce que... À part la demande de démission du président de la République. J'en viens. C'est parce que le président s'est montré dans l'incapacité de répondre à la demande du citoyen qu'effectivement, le citoyen lui dit « Bon, écoute, si tu ne peux pas répondre à notre demande, vous démissionnez. » Et c'est tout à fait logique. Même si certains constitutionnalistes vont nous dire que la démission n'est pas prévue, tout le tralala qui va avec, mais on l'a pris pour un mandat, pour une mission bien définie, et si le peuple n'est pas satisfait, ils ont bel et bien le droit de lui dire de démissionner. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qui est un peu difficile à comprendre, c'est que l'article 121 dont on parle, que eux-mêmes, démocrates, entre guillemets, qui sont de cette époque de 90, qui ont élaboré,
dans l'esprit de pouvoir l'utiliser. D'autres l'utilisent aujourd'hui. On se met en porte-à-faux par rapport à cette disposition de notre Constitution, sans pour autant aller chercher les causes. Donc le problème, comme Maître l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas d'aller chercher aujourd'hui, quand on est dans une crise, des solutions dans la Constitution, parce qu'on est déjà depuis fort longtemps sorti de cette Constitution, violée par les différents acteurs de notre pays, y compris le président de la République lui-même. Donc lui-même, il a violé son serment. Pensez-vous que la démission du président Ibeka est la solution? Pas forcément la solution, parce que en fait, le problème pour moi, ce n'est pas Ibeka en tant qu'individu. J'interroge le système en tant que tel. Aujourd'hui, moi, je dis aux gens du M5, par exemple, si vous nous demandez à ce que Ibeka parte sur le chapeau de l'institution, de quoi est-ce que vous parlez exactement? Est-ce que c'est l'individu en tant que tel? Parce que pour moi, ce n'est pas les hommes le problème. C'est le système de gouvernance qui pose problème. Et quel est le système que vous proposez aujourd'hui? Quel est le deal social que vous proposez aux Maliens aujourd'hui? Quand vous nous dites, voilà tel modèle de gouvernance économique, gouvernance politique, gouvernance administrative, que vous nous donnez un schéma qui puisse nous permettre de comprendre qu'effectivement, ce changement de génération répond à des valeurs réelles sur lesquels on va se fonder pour faire du Mali un pays émergent. Mais pour moi, le problème, ce n'est pas de dire juste que Ibeka, en tant qu'individu, quitte le système. Je pense que les gens, ils se trompent parce que quand vous regardez... Donc ce déficit de planification que vous dénoncez au niveau de l'État est également visible au niveau des revendications du M5 RFP. Mais à tous les niveaux, nos cadres, ils ont un problème parce que de toutes les façons, les grands cadres, de façon générale, ont été mis dans un placard. De façon générale. On ne les écoute pas assez parce qu'on a d'autres visions, d'autres velléités politiques. Aujourd'hui, effectivement, des gens comme le M5 auraient dû s'adresser à des bureaux d'études sérieuses pour faire des bonnes études, des économistes pour leur dire quelles sont les pistes, ainsi de suite. Il ne faut pas attendre, par exemple, que si je touche du bois, que Ibeka tombe et qu'on vienne chercher tout le monde pour dire on fait comment. Non. La planification voudrait dire qu'on puisse anticiper, qu'on a des modèles économiques, qu'on a des modèles de gouvernance, ainsi de suite, qu'on peut proposer au peuple malien. Une fois que le peuple a accepté et a adhéré à ce modèle proposé, effectivement, tout le monde peut fédérer autour d'une idée. Mais on ne demande pas juste de faire partir un individu et créer un vide dans lequel vous allez faire avaler aux gens tout ce que vous voulez. Donc, il ne faut pas commettre les mêmes erreurs de 92. Parce qu'en 92, effectivement, c'est ce qui s'est passé quand il y a eu le coup d'État et que... Hein? Non, bien, je vais plus loin. En 92, au moment de la transition des ATT, le CTSP, c'était une machine qu'on a montée. C'est pourquoi aujourd'hui notre constitution pose problème, parce qu'on a arrangé des choses et on a donné l'habillage juridique. Donc ça ne tient pas. Donc aujourd'hui, au lieu de nous faire quelque chose aujourd'hui qu'on va poser comme acte et ensuite l'habiller, il faut d'abord un consensus réel. En son temps, on a fait un dialogue qui n'était pas en réalité un dialogue, qui représente exactement le déni. Parce que quand on fait un échantillonnage sans un dialogue profond, sans un référendum réel, on n'interroge pas réellement le peuple. Ce dialogue profond dans ce contexte dans lequel on se trouve, est-ce qu'il est possible? Avec qui et qui? Il est bien possible. Avec qui? On peut discuter avec tout le monde. Aujourd'hui, le problème, c'est que le peuple a l'impression, à tort ou à raison, que nos dirigeants nous méprisent parce qu'ils ne répondent pas à nos attentes et ils ne sont pas à l'écoute du peuple. C'est ça la triste réalité. Donc aujourd'hui, si, moi je vous prends l'exemple juste l'autre jour quand le président de la République est sorti pour nous souhaiter bonne fête, mais je me suis vu tout de suite insulté sans être du M5. Parce que je me dis que est-ce que mon président devrait à cette occasion parler de cette façon. J'avais pensé qu'il avait juste... Qu'est-ce qu'il a dit qui vous a choqué? En substance, ce n'est pas qu'il a dit quelque chose de particulier qui m'a choqué. Je l'ai vu en va-t-en-guerre. Quelqu'un qui brandit les muscles, qui montre que l'État va s'assumer. Est-ce que vous vous êtes senti menacé? Pas du tout. Je ne me suis jamais senti en sécurité. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je me sens. D'accord. La parole à Moribo Makalou. Aujourd'hui, est-ce que c'est le Malien tout court qui manque d'anticipation, puisque quand on entend beaucoup, même le M5 en demandant la démission du président de la République ne propose pas une alternative. Oui, juste une parenthèse pour rassurer mon ami Bokoum, c'est El Gossi, un économiste français qui disait un problème politique est un problème économique sans solution. Donc je vous rejoins. En fait, je pense qu'on a un problème de gouvernance. Et nous avons commencé à amorcer un processus démocratique qui a montré ses limites. Vous savez, le processus, les États-Unis, même la France, la Constitution d'octobre 58, que nous avons pratiquement plagiée, elle a été modifiée plusieurs fois. Il y a eu quelques amendements. C'est-à-dire, il y a des mutations
C'est Alexis de Tocqueville qui disait que chaque génération est un nouveau peuple. Vous savez, la démocratie, quand on l'amorce, c'est dans la pratique, elle est évolutive et elle est modulable. Donc il faut s'ajuster. Il faut tenir compte de ces mutations. Et quand je parle de ces mutations, je parle de cette jeunesse, de cette demande sociale pressante qui est là. Sinon, si nous voyons au niveau constitutionnel, la Constitution d'octobre 58 et de février 92, le président de la République, c'est un monarque républicain. Il a tous les pouvoirs. Il a tous les pouvoirs. Ce n'est pas la Constitution qui pose problème. Habib Bourguiba, premier président de la République, paix à son âme, aujourd'hui c'est son anniversaire, il a dit qu'une constitution n'est jamais idéale. Vous pouvez prendre la meilleure constitution au monde, d'abord ça n'existe pas, mais c'est comment ceux qui la mettent en œuvre, c'est ça le problème. Si les gens qui doivent la mettre en œuvre ne sont pas capables, vous n'aurez pas de résultat. Donc il faut des remises en question. Au Mali, nous avons un problème. Quand il y a des problèmes, au lieu de savoir quels sont les remèdes, on fait des fuites en avant. On ne dialogue pas, on ne s'assoit pas, on ne réfléchit pas. C'est la réflexion qui doit mener à l'action. Toute action qui n'est pas issue de la réflexion est aveugle. Ça n'ira nulle part. Est-ce de la négligence ou de l'ignorance? Ce n'est pas de la négligence. Il a parlé de mépris, mais je ne comprends pas que nous voulions faire de la démocratie sans aller dans le dialogue. Et toujours dans ce dialogue, vous allez trouver que le dialogue n'est ni inclusif ni participatif. On choisit ses petits copains, ses affidés pour se mettre ensemble dans une salle et puis on sort avec des résolutions. Mais non, ce n'est pas comme ça. Vous savez, en politique, il faut laisser les gens s'exprimer. Le thermomètre, c'est la réaction populaire. Quand il y a de la fièvre, vous prenez la température, laissez les gens s'exprimer, prenez les résolutions et asseyez-vous et parlez avec eux. Vous savez, M. Dayan, qui a été un grand homme d'État israélien et chef d'état-major aussi, il a dit vous ne discutez pas avec vos amis, vous discutez avec vos ennemis pour trouver des solutions aux problèmes. Parce que quand vous êtes avec vos amis, vous ne résolvez rien. Mais c'est votre adversaire, ceux avec qui vous êtes en conflit, c'est avec eux que vous devez parler. Et vous devez parler avec eux franchement. Donc le dialogue n'est-il pas franc jusque-là? Moi, à mon avis, non. On tourne en rond. On tourne en rond, on ne voit pas de résultats palpables. Maître Aguibou, est-ce votre avis également? Bon, effectivement, nous, on a toujours proposé un cadre de dialogue. Un cadre de dialogue, même pas ponctuel, mais permanent. Parce que quelqu'un l'a dit dans le débat, déjà il y a les résolutions du dialogue national inclusif, dont la plupart sont pertinentes. Qu'est-ce qui nous empêche de créer un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de ces résolutions et sortir de la polarisation de la scène sociopolitique? M5, FRP, FRP6, c'est là. Il faut convier tous les Maliens, toutes les composantes de la société. Et qu'est-ce qui empêche ce dialogue? Tout le monde propose le dialogue comme solution face à cette crise sociopolitique, mais qu'est-ce qui l'empêche? Est-ce qu'il y a un manque de volonté quelque part? Bon, moi je pense qu'il revient aux autorités de fixer les cadres de ces dialogues. En envoyant vraiment un signal fort à toutes les composantes de la société pour que chaque composante désigne son représentant et qu'on sorte de cette hiérarchisation entre un binôme ou un trinôme. Je pense que c'est l'affaire de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. On ne doit pas vraiment faire de la fixation autour d'un pôle politique ou d'un pôle sociopolitique. Donc, il revient véritablement aux autorités de fixer les cadres de ces dialogues. Surtout le plus difficile est fait. Le dialogue national inclusif, quoi qu'on puisse lui reprocher, était quand même vraiment représentatif. Il y a beaucoup de Maliens qui y ont participé et des résolutions pertinentes y ont été adoptées. Maintenant, on ne peut pas mettre ces résolutions dans les tiroirs et faire comme si de rien n'était. Il faut juste mettre en place un mécanisme qui va suivre la mise en œuvre et puis assorti d'un calendrier. Ce n'est pas forcément le changement de la tête des gouvernants qui peut régler les problèmes.
Depuis 92, on est dans une sorte d'alternance, mais sans jamais trouver la solution aux problèmes structurels. Parce que les problèmes sont structurels, il faut des réformes structurelles. Sur la page Facebook de Studio Tamani, il y a le sociologue Dr Brema Elidiko qui demande quel rôle peuvent jouer les 4 anciens chefs présidents vivants. Bon, moi, je ne crois pas trop à cette solution, parce que, bon, sans jeter la pierre, ils ont tous eu à gérer avec les hauts et les bas, avec les faiblesses, mais je n'entends pas grand-chose de leur part. Peut-être arriver à fédérer un rôle fédérateur, parce que, bon, chacun de ces anciens présidents a ses partisans. Au-delà de cela, je pense que le problème, c'est à un autre niveau, comme viennent de le dire les économistes. Il faut vraiment de la planification, il faut de la réflexion, il faut faire des propositions concrètes, des réformes structurelles. C'est à ce seul prix que nous pourrons sortir de la crise. On a beau changer les têtes, on va retomber dans les mêmes travers tant qu'on ne trouvera pas des réformes structurelles et adaptables et mesurables, assorties d'un calendrier d'exécution. Une autre question de Brema Elidiko, Boubacar Bokoum, comment mieux utiliser les mécanismes endogènes de règlement de la crise sociopolitique? Non, on ne peut même pas dès lors que nous n'avons pas un dialogue franc. Le problème qui se passe aujourd'hui, M. Makalou l'a effleuré tout à l'heure, c'est l'inclusivité. C'est-à-dire, tant que vous avez le pouvoir et que la Constitution aujourd'hui permet au président de la République d'être un monarque, mais il faut qu'il sache partager le pouvoir. La prospérité doit être partagée et il doit avoir de l'inclusivité à l'intérieur. Quand vous pensez par exemple à un grand pays comme le nôtre, très vaste, difficile, il y a des espaces où vous n'avez même presque personne. Donc si vous voulez à vous seul gouverner tout cet espace avec peu de ressources, c'est compliqué. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déconcentrer, il faut décentraliser, il faut confier une partie de ses prérogatives à d'autres personnes, mais sur la base d'une planification stratégique. C'est ça. Donc, si vous n'avez pas cette planification, ce n'est pas mesurable, ce n'est pas quantifiable. Donc, c'est difficile de gouverner étant juste à Koulouba ici et penser que vous maîtrisez Taoudeni, vous maîtrisez Kidal. Ce n'est pas possible. Donc, en réalité, aujourd'hui, nous sommes dans une logique où le président de la République doit comprendre qu'il doit gouverner avec les autres. Il ne s'agit pas de gouverner seul ou avec un petit clan autour de soi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas quelques individus autour de lui qui peuvent l'aider aujourd'hui à gouverner le Mali. Le Mali a beaucoup évolué aujourd'hui. Les esprits se sont ouverts. Le monde aujourd'hui, avec l'Internet et tout ça, c'est en temps réel qu'on comprend tout ce qui se passe à travers le monde. Donc on ne peut plus aujourd'hui gérer à partir d'un petit tiroir et penser qu'on peut tout mettre sous un tiroir. Ça ne fonctionne plus comme ça. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait une transparence réelle. Une autre question sur la page Facebook de Studio Tamani, Souleymane Haïdara qui demande pourquoi IBK ne dissout pas l'Assemblée nationale pour une résolution définitive. Non, la dissolution de l'Assemblée nationale n'est pas la solution au problème que nous vivons aujourd'hui. C'est vrai que le problème de la Cour constitutionnelle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais le malaise est plus profond que ça. C'est pourquoi il faut faire une analyse objective de ce qui nous arrive. C'est tout un cumul. Il a dit tout à l'heure, il dit que ce n'est pas ce régime. Oui, c'est un cumul. Mais ce qui est dangereux, quand vous venez trouver un passif, vous actez et vous le mettez dans votre actif. C'est ça la gouvernance. Donc il ne s'agit pas de dire que j'ai trouvé les problèmes, donc je n'ai pas de solution. Mais IBK en venant savait bel et bien qu'il y avait des problèmes. Et il est venu, c'était pour résoudre les problèmes. Donc son devoir aujourd'hui, c'est de résoudre ces différents problèmes. Donc on ne peut pas faire une fuite en avant. Donc en réalité aujourd'hui, quand vous regardez tout ce qui est en train de se passer, vous allez comprendre qu'on essaye de ne pas du tout faire face à la réalité de la situation. Parce que la crise, elle est profonde. Qui n'essaye pas? Le président de la République? Mais c'est le président de la République. M. Makalou l'a dit tout de suite, la Constitution lui donne des pouvoirs monarchiques. Il est l'exécutif, il est le législatif, il est l'administratif. C'est ce que la Constitution dit. Est-ce que cela veut dire qu'il refuse de résoudre cette crise?
Ben, est-ce qu'il le refuse? Est-ce qu'il n'a pas les capacités ou il n'est pas bien entouré pour aller à tout ça? Ça, je n'en sais absolument rien. Alors... Mais je vais dire juste que, permettez-moi de dire que la dissolution de l'Assemblée nationale est un acte qu'il peut poser, parce qu'il a les prérogatives constitutionnelles pour le faire. Mais aujourd'hui, en dissolvant l'Assemblée nationale, il n'a pas la solution à la crise profonde. On va résoudre apparemment le problème. Même le maquillage qu'on est en train de faire aujourd'hui au niveau de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas la solution, ça va nous rattraper. C'est un habillage qui va très vite nous rattraper. D'accord. Modibo Mahamadou, parlons des conséquences économiques de cette crise, ces séries de désobéissances civiles qui sont organisées. Quel impact économique sur le citoyen lambda? Ça va être terrible pour notre pays. En dehors de cela, je veux dire déjà qu'il y a une étude très sérieuse récente qui prouve que notre économie va s'affaisser. Ça veut dire que le taux de croissance du PIB, du produit intérieur brut, de notre richesse nationale va chuter et qu'on risque de se retrouver en récession. Et cette chute de 4 à 5 points risque de mettre encore 1 million de personnes supplémentaires dans la pauvreté, de les pousser dans la pauvreté. Est-ce que vous imaginez que depuis que nous avons mis en place les programmes de développement, la planification stratégique pour le développement, les fameux CSLP, cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, nous avions tablé sur un taux de croissance de 7%. Mais nous n'avons jamais, enfin, sauf à une année exceptionnelle, quand il y avait une très bonne pluviométrie, nous avions eu une croissance à 2 chiffres, économique à 2 chiffres, nous avions un taux moyen de 5%. Et vous savez, notre taux démographique, le taux de croissance de la population, est de 3%. Ce n'est pas assez. 5%, ça permet juste pour qu'il n'y ait pas de nouveaux pauvres. Mais on ne peut pas régler le problème de pauvreté des Maliens si nous n'en dépassons pas les 7%. Et pour le moment, malheureusement, notre croissance, la croissance de notre économie, M. Bokoum en a parlé, est tirée par l'or. Mais l'or n'appartient pas au Mali. Il appartient à qui? Aux multinationales. Est-ce normal, ça? Ben, écoutez, moi, c'est pas normal, mais écoutez, vous avez des contrats léonins que vous avez signés avec les multinationales, et c'est comme ça depuis la nuit des temps, depuis que le Mali s'est mis à produire de l'or à l'échelle industrielle. Le prix de l'or a augmenté de 30% cette année seulement. L'once d'or, l'once, ça fait 33 grammes, fait environ près de 1975 $, l'once, 33 grammes. Et vous savez que le coût de production, il est moins de $100. Donc ce bénéfice énorme appartient aux multinationales parce que l'État malien n'a pas de participation. Les 20%... Pourquoi? Est-ce qu'il y gagne quelque chose? Est-ce qu'il ne comprend pas cette gestion? on est dans la stratégie. Moi-même, j'ai été conseiller économique, j'ai été minier aussi. Donc, vous savez, on avait fait des propositions pour que les mines puissent quand même profiter aux Maliens, mais ça n'a jamais été le cas. Parce que vous savez, quand vous regardez nos statistiques économiques, par exemple ce qu'on appelle la balance des paiements, vous allez voir, chaque fois que le prix de l'or monte, ça montre que les chiffres du Mali augmentent. Mais l'or, il y a moins de 10 000 personnes qui sont employées dans le secteur aurifère. Par contre, on a un autre gros problème qui va venir, c'est le coton. Nous ne sommes plus premiers producteurs africains, mais vous savez qu'il y a environ plus de 4,5 millions de Maliens qui vivent du coton. Et il n'y en a pas beaucoup qui vont faire du coton cette année. Et vous savez que les cours du coton ont baissé de près de 25% cette année. Donc, si sur les 20 millions de Maliens, vous avez à peu près 5 millions qui ont des revenus qui baissent, parce que c'est dans cette zone cotonnière que les gens, parce que le revenu international du coton, le prix vient dans la poche du cotonculteur. Ça lui permet de faire des céréales, ça lui permet de faire de l'élevage, ça lui permet de vacciner ses enfants, de les envoyer à l'école, de faire des centres de santé et de faire des écoles. Mais s'ils n'ont pas les revenus nécessaires, donc en plus de la chute du PIB et que vous avez ces cotonculteurs qui ne vont pas produire, ça va être une catastrophe socio-économique. Et ça va encore aggraver la situation politico-sécuritaire. Et ces services publics qui sont paralysés, également ces vendeurs ambulants qui n'arrivent pas à vaquer à leurs occupations à travers cette désobéissance civile. Très bien, très bonne question, parce qu'en fait, le secteur privé est basé... Vous savez, le secteur manufacturier au Mali, le secteur privé, le secteur secondaire, c'est 9%, c'est environ 11%, et 9% c'est le secteur aurifère, et 2% à peu près les industries. C'est le secteur informel, des gens qui vivent au jour le jour. Donc, qui peuvent pas. C'est pour cela, même pour la crise sanitaire par rapport à la Covid-19, les gens, on ne pouvait pas les confiner.
Mais écoutez, quand nos États, c'est la faillite des politiques publiques dans nos États, pas le Mali seulement. Les politiques, c'est-à-dire les services sociaux de base, l'eau, l'électricité, l'alimentation, la santé, l'éducation, mais ça ne marche pas dans nos pays. Ça ne marche pas dans nos pays, ça ne bénéficie pas aux citoyens. Donc, vous savez, il n'y a pas de démocratie sans démocrate et il n'y a pas de république sans citoyen. C'est Baruch Spinoza qui disait « on n'est pas citoyen, on le devient ». Nous voulons faire de la démocratie, mais nous n'avons pas de citoyens. Tout le monde veut gouverner, personne ne veut être dans la cité, personne ne veut être citoyen. À vous, Aguibou, je vous pose la même question concernant cette question de Souleymane Haïdara. Pourquoi IBK ne dissout pas l'Assemblée nationale pour une résolution définitive? C'est sa question. Bon, dissoudre l'Assemblée, ça peut permettre de résoudre le problème conjoncturel. Mais de façon structurelle, les mêmes problèmes vont se reposer dans un très bref délai. Parce que, en fait, de quoi il s'agit? C'est le mode d'élection même qui est en cause dans notre pays. C'est la fraude massive, c'est l'achat de conscience, c'est des candidats qui ne répondent pas à des critères de compétences, de probité, etc. Donc, qu'est-ce qui nous dit qu'après la dissolution de cette Assemblée, il n'y aura pas les mêmes types de candidatures qui vont revenir dans l'Assemblée et poser les mêmes problèmes? Voyez-vous, quand certains députés se targuent d'avoir acheté le peuple parce que, bon, ils ont les moyens financiers et qu'ils n'ont que cela pour pouvoir être députés dans une république, ça pose problème. Donc, il est temps qu'on s'attaque aux problèmes de fond. C'est pourquoi j'insiste sur les réformes structurelles. Les mesurettes et les petites solutions ne nous amèneront nulle part. Au cas où le président de la République procédait à une dissolution de l'Assemblée nationale, quelles sont les alternatives que le Mali a? Est-ce l'organisation d'élections législatives? Effectivement, c'est ça. On va, dans les plus brefs délais, essayer de réorganiser les élections législatives. Mais sur quelle base? Et pour escompter quel changement? Avec quels moyens? Mon problème, c'est à ce niveau. Avec quels moyens également? Mon problème, c'est à ce niveau. Est-ce qu'on est sûr que ceux qui vont venir après, ces députés, auront plus de valeur et répondront beaucoup plus mieux aux aspirations du peuple? Je n'en sais rien. Est-ce que vous pensez que la participation des anciens chefs d'État peut aider? J'ai dit que je ne crois pas à cette solution. Honnêtement, je ne sais pas si ils avaient cette légitimité de faire adhérer le peuple à quoi que ce soit, et je pense qu'ils allaient se prononcer. Alors, rapidement, il nous reste 3 minutes, 1 minute pour chaque invité. Monsieur Aguibou, est-ce que vous pensez réellement, franchement, qu'il y a une solution qui va être trouvée dans les plus brefs délais à cette crise sociopolitique que le Mali vit? Moi, de mon point de vue, j'ai 3 propositions. En fait, c'est pas compliqué. On crée un cadre de dialogue qui réunit toutes les composantes de la société, les plus représentatives. Deuxièmement, on met en place un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des résolutions du dialogue national inclusif. Et troisièmement, on lutte contre l'impunité en ouvrant des enquêtes approfondies et sérieuses. Merci beaucoup, M. Aguibou. Boubacar Bokoum, sommes-nous vers une sortie de crise ou une détérioration de la situation? Non, je pense qu'avant qu'on arrive à la détérioration, parce qu'on va arriver très vite à un affrontement, parce que d'abord, c'est une guerre civile latente qui est en train de se préparer, parce qu'aujourd'hui, le M5 RFE qui va à une désobéissance civile, il y a une partie de la population qui va réagir, parce que, comme Makalou vient de le dire tout à l'heure, il y a des gens qui vivent le jour. Donc, si on ne fait pas attention, ça va aller à un affrontement. Comment l'éviter? Pour l'éviter, il faut vraiment que le président de la République accepte de trouver la solution. Aujourd'hui, Makalou l'a dit, moi aujourd'hui si je suis président de la République, j'ai 45% de l'or pour le Mali. J'ai une solution pour ta croissance. Voilà. C'est pas compliqué. Donc c'est de la gouvernance. Pour lui maintenant. Que faut-il faire? Est-ce qu'on va vers une solution? Mais il faut, vous savez, pour la pérennité de la solution, il faut que la réflexion soit menée de manière endogène. C'est ce qui a été dit et c'est comme ça que cela se passe. Et c'est une erreur de penser que la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a une superbe organisation, mais qui a un rôle d'intégration régionale. Son rôle, c'est un facilitateur. Ne croyez pas que les chefs d'État
Donc l'instance suprême de la CEDEAO, c'est la conférence des chefs d'État, va venir désavouer ça à un père ici. Donc vous pensez que la solution sera malienne? La solution doit être malienne. Elle doit être malienne et malheureusement, vous savez, ce pays, depuis l'indépendance, a été géré par rupture. Et on parle des 4 chefs d'État. Est-ce que vous avez déjà vu ces 4 chefs d'État ensemble, une fois au Mali ici? D'accord, on aura d'autres occasions pour débattre de ce sujet encore. Merci Modibo Maoumakalou, économiste, Boubacar Bokoum, politologue, et Maître Agibou Boiré de la Commission nationale de défense des droits de l'homme. À la régie vidéo et audio, Péting Diara et Gagny Kanté. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Je rappelle que vous nous suivez sur 85 radios, 3 télévisions et en live sur Facebook. Merci à tous. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edawani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi